Nous sommes maintenant à Berlin, car c'est ici que se trouve la représentation la plus fidèle de Cléopâtre. Il existe très peu de statues la représentant, et celle-ci est certainement celle qui peut nous donner l'idée la plus juste de son apparence physique. On est tout de suite frappé par la banalité de son physique. Ses cheveux sont retenus en un simple chignon. Coiffure grecque classique, qui, toute pratique qu'elle soit, a peu de chances d'attirer les regards d'un général romain. Les sources anciennes rapportent que sa chevelure était auburn et ondulée. Son nez est un peu long, et de plus, il est légèrement crochu. Sa bouche ne peut pas être qualifiée de sensuelle. Elle ne porte aucun bijou, on est loin de l'image de la femme fatale. Ces mêmes sources anciennes la décrivent comme intelligente, spirituelle, pleine de charme et excellente linguiste. Tout cela ajouté à une détermination inflexible. Ce seront ses différents talents, et non sa beauté, qui feront d'elle l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire. Le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, fut d'abord surnommé le bâtard, puis Olette, le joueur de flûte, parce qu'il passait le plus clair de son temps à jouer de cet instrument sans témoigner le moindre intérêt pour ses devoirs de roi. Cléopâtre avait 18 ans lorsque son père mourut. Le testament de ce dernier stipulait que Cléopâtre et son jeune frère Ptolémée devaient diriger ensemble le pays. Mais le frère et la sœur se détestaient et le monde entier le savait. Rome avait besoin du blé égyptien pour nourrir son peuple. Jules César, le grand général romain, avait également besoin des richesses de l'Égypte pour financer son armée dont les effectifs ne cessaient de croître. Pour tenter de concilier les deux parties, Jules César se rendit à Alexandrie et convoqua Cléopâtre et son frère. Mais redoutant que son frère ne la tue, Cléopâtre chercha à entrer secrètement en contact avec Jules César. La suite appartient à l'histoire. La légende veut que ce soit Cléopâtre qui ait séduit César. Mais lorsqu'elle le rencontre, c'est une toute jeune femme et lui un don Juan dont la réputation n'est plus à faire. Hail, Cleopatra, mistress of the two lands, daughter of Rome. Il ne fait aucun doute que Jules César a tout de suite été séduit par la personnalité de la jeune reine. Appréciant la compagnie de Cléopâtre et le confort du palais d'Alexandrie, César décida de retarder son retour pour Rome. La jeune reine lui proposa de lui faire visiter son pays. Il est évident qu'une passion amoureuse animait ces deux êtres, mais des raisons politiques poussaient Cléopâtre à organiser ce voyage. Elle voulait impressionner César en lui montrant la grandeur de l'Égypte. En Égypte, elle était une déesse, et puisqu'il l'accompagnait, les Égyptiens voyaient également en César un dieu. Le grand général n'était pas insensible à cet honneur. Le que Cléopâtre y avait fait avait été élu. Rome était une démocratie. Mais lors de son voyage en Égypte, on vit en lui le mari de Cléopâtre et par là même un dieu vivant. Lorsqu'il arriva à Hermontis, il en était convaincu lui-même. Cléopâtre était enceinte de 5 mois et ils décidèrent, si c'était un garçon, de construire un temple à cet endroit pour commémorer sa divine naissance, car le fils de César ne pouvait être qu'un dieu. César acceptait de plus en plus mal l'idée de rendre des comptes à une poignée de politiciens romains. Petit à petit, l'idée que Rome était gouvernée par un dieu fit son chemin à tel point que les empereurs qui succédèrent à César penseront eux aussi posséder cette dimension divine. Cela peut sembler étrange, mais c'est bien ici qu'est morte la démocratie romaine. La Rome antique que nous connaissons aujourd'hui, avec son Panthéon, son Colisée, est un héritage de Cléopâtre. Elle a montré à Rome comment un dieu se devait de vivre. Après sa mort, tous les empereurs romains aspireront à la grandeur et à l'opulence de l'Égypte de Cléopâtre. Cléopâtre donna à son fils un nom romain, Césarion, petit César. Elle allait concentrer toutes ses ambitions sur son fils, et cela jusqu'à sa mort.
Elle partit pour Rome rejoindre l'homme qu'elle aimait, mais également pour poser les jalons du plan qui mettrait un jour son fils à la tête d'un empire plus vaste que celui d'Alexandre. César installa Cléopâtre dans une magnifique villa entourée de jardins, affichant ainsi l'importance qu'avait pour lui cette femme. Pour celui qui était désormais le dictateur de Rome et que ses adversaires soupçonnaient de vouloir instaurer un royaume, un tel acte était très dangereux. Mais le Sénat romain craint que César, sous l'influence de Cléopâtre, ne se prenne pour un dieu et ne veuille gouverner en roi. Ne pouvant accepter l'idée de voir disparaître leur chère république démocratique, ils décident d'en finir avec César. Le meurtre de César amènera Rome au bord de la guerre civile. Marc-Antoine, ami et général de César et puissant allié de Cléopâtre à Rome, déclare devant le Sénat que César a reconnu comme seul héritier Césarion, le fils de Cléopâtre. Dans le même temps, Octave, le neveu de César, se déclare seul héritier légal. Cléopâtre aura peu de temps pour pleurer la mort de César. Une guerre civile menaçant d'éclater, elle repart en Égypte avec Césarion. Durant son absence, l'économie du pays a souffert. L'État dépense sans compter, l'inflation est galopante et le pays est géré par une poignée de Grecs corrompus. Les Égyptiens, seuls à travailler la terre, sont écrasés d'impôts pour permettre aux Grecs de vivre dans le luxe. Cléopâtre ne change pas le système, mais le rend plus efficace et lutte contre la corruption, améliorant ainsi le niveau de vie des deux communautés. Rassemblant les forces fidèles à la mémoire de César, Marc-Antoine s'est lancé dans une campagne qui fait de lui le chef de la partie orientale de l'Empire. Mais pour vaincre son ennemi, Octave, il a besoin des richesses de l'Égypte. Il organise donc une rencontre avec Cléopâtre à Tarsus, sur la côte turque. Cléopâtre et Antoine ont chacun intérêt à une collaboration. La reine, qui rêve toujours de voir Césarion à la tête d'un empire, a besoin pour cela du soutien d'Antoine. Antoine, quant à lui, a besoin de l'Égypte pour financer sa campagne. Mais la rencontre ne sera pas uniquement politique et lorsqu'il rentre à Alexandrie, la reine et le général sont déjà amants. Mais Antoine doit quitter la reine pour partir au combat. Cléopâtre donne bientôt naissance à des jumeaux. Cependant, peu après le départ d'Antoine, elle apprend qu'il a épousé une autre femme. Pour la seconde fois, son rêve de voir un jour Césarion à la tête d'un empire s'effondre. Elle a maintenant 29 ans et elle est mère de 3 enfants. Soudain, après 3 ans d'absence, Antoine refait irruption dans la vie de Cléopâtre. Il rêve de prendre la tête de tout l'Empire romain et a de nouveau besoin pour cela des richesses de l'Égypte. Il lui demande audience. Mais acceptera-t-elle de le revoir ? Cléopâtre est plus qu'une légende, c'est aussi une femme. Elle reviendra vers cet homme qui a été son amant, qui est le père de 2 de ses enfants et qui a accepté de défendre les droits de Césarion face à Octave. Mais elle n'oublie pas qu'il l'a abandonnée pour en épouser une autre, Octavia. Nul doute que ce mariage était avant tout politique, mais il l'a quand même trahi. Aussi, lorsqu'elle retrouve Antoine, si ses sentiments sont partagés, ses conditions sont claires. Elle veut négocier l'avenir de ses enfants. Si Cléopâtre consent à mettre la puissance de l'Égypte à la disposition d'Antoine, il devra accepter ses exigences. Antoine cédera à Cléopâtre toute l'Arabie, les mines de cuivre de Chypre et celles de turquoise du Sinaï, toute l'Arménie, les champs fertiles de l'Afrique du Nord et les ports les plus importants de la Phénicie.
Mais à Rome, la colère gronde. On offre à une reine égyptienne des territoires qui ont été conquis par les troupes romaines, pour lesquels des soldats romains sont morts. Octave en profite pour lever ses troupes et décide de mettre un point final à la lutte qui l'oppose à Antoine. La bataille d'Actium, qui se déroulera au large des côtes grecques, sera déterminante pour l'avenir du monde occidental. Cléopâtre, elle, se rend tout droit à Alexandrie pour échafauder sa riposte. Alors qu'Antoine sombre dans le désespoir, Cléopâtre agit. Elle fait aller les navires qui lui restent depuis Alexandrie jusqu'à la mer Rouge par voie de terre. Le trajet représente près de 200 km sur l'actuel tracé du canal de Suez. Elle décide de s'exiler en Inde avec enfants et richesses pour y fonder un nouvel empire. C'est sa dernière chance, mais elle peut réussir. Mais alors qu'elle fait préparer ses navires, survient la catastrophe. Les habitants de Pétra en Jordanie, depuis longtemps sous la domination de Cléopâtre, comprennent qu'elle est en position de faiblesse et décident de frapper. Ils brûlent toute sa flotte. Cléopâtre ne peut plus fuir. Les troupes d'Octave approchent d'Alexandrie. Antoine et Cléopâtre savent que l'humiliation et la mort les attendent. Cléopâtre a déjà préparé sa tombe. En bon romain, Antoine se donne la mort avec son épée. Il est conduit agonisant auprès de Cléopâtre pour s'éteindre dans ses bras. Cléopâtre se prépare une mort digne du dernier des pharaons. En pénétrant dans ses appartements, les soldats d'Octave trouveront le corps sans vie de Cléopâtre couché sur un lit d'or. La reine est parée de ses atours royaux. Une de ses suivantes repose morte à ses pieds et Charmion finit d'ajuster la couronne royale sur la tête de sa reine. Lorsqu'Octave célèbre son triomphe à Rome, tout ce qu'il peut montrer à son peuple est un tableau représentant Cléopâtre se faisant mordre par un serpent. Le cobra, symbole de la royauté qui protégea durant 3000 ans les rois et les reines d'Égypte, venait de frapper une dernière fois, sauvant Cléopâtre de l'humiliation. Le fils bien-aimé de Cléopâtre, Césarion, sera assassiné par Octave. Ses deux plus jeunes enfants, dont l'histoire n'a pas retenu les noms, seront envoyés à Rome. L'Égypte, qui n'est plus à présent qu'une des nombreuses provinces de l'Empire romain, vient de perdre son dernier pharaon.